savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est le gros dossier qu'on suivait depuis le début de l'émission, l'entente entre Québec et Ottawa qui a été annoncée un peu plus tôt. Offre de 750 millions de dollars par Ottawa à Québec pour venir rembourser partiellement la facture. Ouais, je sais pas si tu peux utiliser le mot entente, parce qu'officiellement, François Legault, il n'est pas signé d'entente. Non, t'as raison. Un accord. Pas officiellement satisfait. Fait que c'est une offre d'Ottawa. Oui. Accepté parce qu'il ne crachera pas sur le chèque de 703 milliards. On se comprend parce que c'était 1 milliard qui était demandé par François Legault. Finalement, c'est à 750 millions qu'on va monter du côté du fédéral. Tout ça, je le rappelle, pour les factures des demandeurs d'asile de 2021 à 2023. Une facture qui continue de rouler. Le compteur est toujours pas arrêté à l'heure qu'il est. Toutes sortes d'autres mesures aussi qui doivent être mises en place par Ottawa. On parle d'accélérer le traitement des demandes d'asile plus rapidement, de donner des permis de travail plus rapidement. Puis ça, on a un chiffre, faire passer ça de 100 jours jusqu'à 30 jours pour délivrer un permis de travail. On va être capable aussi de travailler avec les autres provinces pour envoyer le déplacement des demandeurs d'asile à l'extérieur du Québec. Ça, on promet septembre. Qu'en septembre, on aura un véritable plan de répartition des demandeurs d'asile à travers le Canada. Mais le Québec dit maintenant que c'est plus assez, là, un plan de répartition, qu'on souhaiterait carrément... Parce que, officiellement... En 2024, il y a une meilleure répartition ou une moins mauvaise répartition. Parce que l'Ontario en prend beaucoup. Sauf qu'au Québec, on en reçoit autant. Oui. C'est qu'au total, le Canada en reçoit beaucoup plus. Comme si ça se pouvait, mais oui, encore beaucoup plus. Et c'est l'Ontario qui reçoit le surplus. Donc, officiellement, si tu regardes la part du Québec, on n'est plus à 60%, on est rendu à 30 quelques. Mais... on en reçoit toujours autant. Là. On reçoit toujours autant. En nombre absolu, on reçoit toujours autant de demandeurs d'asile. Oui, qui continue de faire augmenter ce chiffre-là, justement, là, d'immigration temporaire qui est au pays, surtout dans la province. Là, François Legault qui reprenait les chiffres, là, 291 000 demandeurs d'asile il y a 2 ans. On est monté là, jusqu'à 560 000 là, de ces plutôt... C'est-à-dire que ça, c'est tous les résidents non permanents. Là. Les demandeurs d'asile, plus les étudiants temporaires, plus les travailleurs étrangers temporaires. Oui. Et ça, François Legault veut le couper de moitié. Là. Revenir au chiffre... Parce que quand il dit comme ça, revenir au chiffre de 2022, c'est parce que revenir au chiffre de 2022... c'est la moitié. C'est la moitié parce que ça a doublé en 2 ans. C'est fou. Sincèrement, c'est des statistiques qui sont vertigineuses, là, véritablement, autour de tout ça. Et là, on a aussi des garanties en français, semble-t-il, du côté là, de Québec. Pour les travailleurs étrangers temporaires, ouais. Sélectionnés par le fédéral. Je me souviens plus du nom du programme. Le programme de mobilité internationale, c'est le ça. PMI, au bout donc, de 3 ans. Donc là, on mettrait une condition, le français. Quand on va renouveler son permis de travail au bout de 3 ans, il faudrait avoir des compétences en français qu'il faut prouver. Après ça, c'est une autre question. Comment on prouve ça? C'est un petit quiz facile? Est-ce un quiz en ligne que tu peux tricher? Ça reste à voir pour tout ça, mais bon, c'est au moins là une autre partie sur laquelle on semble s'être entendu. Donc, les points de presse des 2 premiers ministres qui ont eu lieu il y a quelques instants. J'imagine qu'il va falloir quand même attendre un peu là, pour voir comment ça va se mettre en place, le reste des réactions, les détails de tout ça. Mais on peut dire quand même que c'est une bonne journée pour François Legault, Mario? Ben moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que c'est une entente... Je trouve que c'est une entente favorable pour François Legault, qui, évidemment, va jamais se dire satisfait. Lui, il dit les négociations continuent, les demandeurs d'asile, on voudrait réduire le nombre encore plus. Mais 750 millions, c'est plus d'argent que ce que la plupart, je pense, des observateurs s'attendaient. Là. Donc, oui, je pense que François Legault, au fond de lui-même, doit rester satisfait. Tout savoir en 24 minutes. De retour sur le Terrace Gate, Mario, le dossier qui maintient les Québécois et particulièrement les Montréalais en haleine depuis la fin de semaine. Je le rappelle, des terrasses, vendredi soir, 9h30, le Grand Prix bat son plein. C'est une journée, bien évidemment, où il y a du touriste au pied carré. Et là, des inspecteurs du service d'incendie de Montréal qui débarquent sur place, regardent tout ça, puis décident... on ferme la terrasse, c'est pas conforme. Devant des menaces imminentes. Oui, exactement. C'est là, le mot qu'ils emploient. Ah, absolument. Ils sont allés sur place et là, toute la fin de semaine, ça a brassé. On a fini par réouvrir tout ça. La mairesse de Montréal a donné des entrevues depuis, dont une ce matin au 98.5 au micro de M. Arcan, qui était ça pas bien été. Désastreuse. Désastreuse, je pense qu'on peut s'entendre pour le dire. Et là, on a du nouveau de dernière heure qui vient de tomber, Mario. Il y a un employé du service de sécurité incendie de Montréal qui aurait été suspendu en lien
lien avec l'inspection controversée de vendredi dernier. C'est Luc Rabouin qui a indiqué tout ça là, après le fameux post-mortem qu'expliquait Valérie Plante. C'est ce qu'il répétait en entrevue. Refusait d'expliquer ce qui s'était passé avant d'avoir ce fameux post-mortem là, avec ses équipes. Il n'y a pas eu plus de détails non plus qui a été donné par M. Rabouin sur tout ça. Ça viendrait peut-être quand même le calmer certaines ardeurs, mais en même temps, le mal est fait. Là, oui, le mal est fait. Moi, d'abord, je pense qu'au moins la mairesse fait sentir sa présence, fait sentir qu'il s'est passé quelque chose d'inacceptable, puis il y a quelqu'un qui est tenu responsable, et c'est probablement ce qu'elle devait faire. Maintenant, il faut que tu poses des gestes. Mais moi, en fin de semaine, parce que les terrasses, là, on dirait qu'il faut mettre ça dans le contexte plus large. Là. Avant même le Grand Prix, on commence à dire, as-tu vu de quoi la ville a l'air? Le nombre de cônes. Même le promoteur du Grand Prix s'en plaignait, là, le nombre de chantiers de construction sur les routes adjacentes là, qui mènent au Grand Prix. L'état du centre-ville, l'état général de la ville. Puis là, la cerise sur le Sunday. Les terrasses installées, t'arrives vendredi soir. Écoute, c'est pas rien, là, parce que c'est pas... Pour moi, une menace imminente, c'est que tu serais sur le bord d'avoir du feu. Là, il manque c'est 52 cm. Hein? Oui. Il manque 52 cm de distance entre le bord des petites toitures, là, des pavillons, là, des petits pavillons. Des petits chapiteaux qui ont installé. Chapiteaux, et le bord du bâtiment. Dans le cas de chez Alexandre, et la ville n'infirme pas ça. Dans le cas de chez Alexandre, lui, il avait dit, la ville lui avait demandé de se conformer, donc de mettre la distance. Fait qu'il a tout poussé de quelques centimètres. Oui. Pour générer la distance voulue. Voilà. Puis quelqu'un est passé sur la rue, puis il a dit là, ça n'a pas de bon sens, là, ta terrasse, ça embarque pas mal sur la rue, puis tout ça. Faudrait que tu te recolles sur le trottoir, parce que là, nous autres, faut que les camions passent, puis tout ça. Il dit, OK, la ville. Fait que le bras droit de la ville, c'est pas ce que le bras gauche fait. Et le service de sécurité incendie, là, nous autres, c'est pas notre problème. Eux, on n'est pas la ville, nous autres. Non, ils disent, nous, c'est pas la ville, puis à ce moment-là, quand il se fait dire ça, le propriétaire de terrasse, il devrait juste enlever complètement tous ses... s'il n'y a pas de place entre la rue puis son bâtiment, il devrait juste tout démancher ça, tout dévisser ça. Surtout qu'on avait installé, on se comprend, c'est des chapiteaux qui étaient là parce qu'il y avait de la pluie. Oui. Tu vas installer des gens dehors sur ta terrasse s'il y a de la pluie. Là. Ils vont pas manger avec l'assiette toute mouillée, on se comprend. Non, c'est vraiment quelle histoire. Puis on se comprend que ça a fait jaser aujourd'hui beaucoup, Mario, parce que tu lui faisais la liste là, de tout ce qui menait au Grand Prix. Puis même durant le Grand Prix lui-même, là, les gens ont apprécié, les événements intérieurs, ça avait l'air bien. Le transport en commun, le métro, il me semble d'habitude, il y avait des services spéciaux d'accélération du métro, plus de wagons. Peut-être c'est moi qui vois pas, puis qu'en fin de semaine, tout le négatif ressortait, mais ça a été le bordel dans le métro. Là. Ça a été plus compliqué, effectivement, livrer certains déplacements. Puis là, vendredi, si on veut tout chialer, là, vendredi, je comprends qu'ils ont comme annoncé l'annulation des courses à cause de la météo, des essais libres à cause de la météo. Ouais. Il y a des gens qui sont partis, sont arrivés chez eux. Finalement, il y avait des essais libres. On a tout reparti. Oui, mais là, les gens ils avaient passé 2 heures. Ils avaient attendu le métro 2 heures. Puis là, ils sont arrivés chez eux. Puis là, il y avait des essais libres. Eux, ils avaient leurs billets dans leur poche pour les essais libres. On les avait renvoyés. Oui. Dans ce métro qui marche pas. Non, mais... Alors, on pourrait jouer à ça longtemps. C'est notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, ici, Mario, c'est ce qu'elle expliquait. Elle dit, moi, un vendredi, du souper avec des amis, on décide, on se dit, c'est la fin de semaine du Grand Prix, on va aller se promener dans le coin de la Place des Arts. C'est pas exactement là, pile et tout, mais c'est un beau coin quand même. Là, très beau quartier qu'on veut montrer. Parce qu'il y avait tellement de travaux, là. Il y avait tellement de rues fermées, il y avait tellement de travaux autour. Elle dit, même les restos où on était, c'était vide. Fin de semaine du Grand Prix, vendredi soir. Ah non, c'est... Celles qui étaient pleines, on les a fermées. Celles qui étaient pleines, on les a fermées, Mario. Non, c'est tout un dossier, puis après ça, ce sera à voir quel genre d'impact ça peut avoir sur mais pour la pauvre l'administration de la Plante, ville. Pour la pauvre Valérie Plante, je comprends bien qu'elle a fait une suspension d'employés, elle a voulu montrer qu'elle pose un geste. J'avais quand même le feeling en fin de semaine que c'était l'espèce... Tu sais, la fameuse expression, le fond du baril. Tu vis des... Je me disais, est-ce que Montréal, c'est un peu ça, là, le moment où... Même, tu vas dire, ça n'a pas rapport, même la météo s'en mêle. Là, non, mais c'est vrai, là. Le destin au grand complet a frappé. Se dit, là, Montréal, là, ça se peut plus. Là, on tire la plug. Non, ouais, ça a été un Grand Prix. En fait, la seule chose positive, oui, c'est que Max Verstappen a évité la marmotte. C'est vrai qu'il a évité d'écraser une marmotte avec sa monoplace, Mario. Ça, là, en termes de préservation des espèces à Montréal... Il y a du positif qui est ressorti de ce Grand Prix-là.
suis vraiment content. Pas juste du négatif. Mais l'avantage, Mario, quand on touche le fond du baril, il y a juste une voie de sortie, puis c'est vers le haut. C'est vers le haut, voilà. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, pendant ce temps-là, dans la politique provinciale, ben il y a Éric Duhaime qui, lui, là, peu importe les terrasses, peu importe le reste, avait une grande annonce à faire aujourd'hui, Mario. Il a trouvé la solution pour un 3e lien ici au Québec, dans la région de Québec. On comprend qu'il a pris de vitesse la caisse de dépôt, le CDPQ Infra, là, parce qu'eux ont annoncé qu'elle allait sortir leur projet, là, répondre à la question du gouvernement du Québec sur le tramway, sur le 3e lien, cette semaine. Oui, et là, ben, on se dépêche, on est lundi, et Éric Duhaime qui a dévoilé aujourd'hui une maquette d'un projet de 3e lien qui passerait, comme il l'avait déjà avancé plusieurs fois par le passé, par l'île d'Orléans. Parce que là, il faut comprendre, il y a du côté nord, comme de l'île d'Orléans, ben, nord-ouest, là, il y a déjà un pont, un projet qui a été annoncé récemment, là, qui chiffre presque à 3 milliards de dollars, une facture quand même qui comprend la destruction du pont qui est là actuellement, on le remplace par un autre, puis après ça, c'est les routes, les voies, etc. qui vont venir avec tout ça. Ce que M. Duhaime, lui, veut faire, c'est de mettre un 2e pont, l'autre côté de l'île d'Orléans, qui permettrait donc de relier l'autre rive, la rive sud de Québec, passer par ce nouveau pont qui traverserait et arriverait à une facture, lui, de 2 milliards de dollars. Là, c'est ce qu'on affirme du côté de M. Duhaime. Mais c'est quand même dur de croire, puis je suis le premier, on a tous fait le saut de la facture du pont de l'île d'Orléans, là, de la facture entre l'île d'Orléans et Beauport et la Rive-Nord. Mais de penser que t'en ferais un de Lévis à Lille, puis de Lille, parce que là, faut que tu repasses de Lille vers le centre-ville de Québec. Oui. Pour 2. Lui dit que c'est 2 milliards de dollars à peu près que ça coûterait, là. Parce que... Puis l'argumentaire de M. Duhaime derrière tout ça, c'est de dire que le coût du premier pont, là, 2,75, 3 milliards, c'est bien trop pour le nombre de gens que ça dessert, c'est-à-dire la population là, de l'île d'Orléans. On se comprend, on peut pas juste couper le pont, les laisser là, puis leur dire « venez en kayak ». On se comprend, c'est nécessaire. Mais de l'autre côté, dire « si on rajoute 2 autres milliards, on connecte les deux, on donne donc un service aux gens qui sont sur la rive sud de Québec, puis c'est un investissement qui pourrait bénéficier pas mal plus de gens. En même temps, après ça, il y a le fait qu'il y aurait des autos pas mal qui passeraient là, au travers de l'île d'Orléans. Il a même renoncé, M. Duhaime, à l'idée qu'il avait avancé en août 2022 de faire comme une autoroute qui serait construite au travers des champs pour traverser l'île de bord en bord. On serait plutôt là, dans une route là, beaucoup plus courte qui raccorderait le chemin royal qui est sur l'île d'Orléans et la route 132 sur la rive sud à Beaumont. Donc, un projet qui vient de tomber qui pourrait peut-être plaire à certaines personnes, Mario? Je pense qu'il veut arriver à quelque chose de raisonnable. C'est trouvé, il dit avoir un chargé de projet, un ingénieur en structure qui lui ont fait son dessin. Maintenant, est-ce que... Je pense surtout qu'il voulait prendre de cours, passer avant la CDPQ Infra. Puis dire, moi j'en ai un projet. Ouais, moi je pense que CDPQ Infra ont quand même, je dis pas qu'Éric Duhaime n'a pas fait travailler des bonnes personnes, mais je pense qu'ils ont quand même plus de moyens, plus d'équipes pour évaluer tous les scénarios, puis arriver avec un estimé des coûts peut-être plus fiable. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Si on va maintenant à Ottawa, le gouvernement libéral a annoncé aujourd'hui qu'ils ont l'intention d'appuyer une motion du Bloc québécois qui traite à l'ingérence étrangère, c'est-à-dire de demander à la commission Hogg, qui se penche déjà, bien sûr, là, sur cette ingérence étrangère au pays, mais d'élargir son enquête, d'élargir la portée pour pouvoir examiner les informations qui voudraient qu'il y ait des parlementaires, donc des députés à Ottawa, qui auraient là, donné des informations à des agents étrangers. Le rapport qui a semé l'émoi déposé il y a une semaine, ils se rendent compte qu'il y a des députés qui seraient de mèche avec des puissances étrangères, mais qu'on peut pas savoir qui. C'est ça, c'était une chose de dire il y a des puissances étrangères qui ont essayé de s'ingérer dans la politique canadienne. C'était déjà une grosse nouvelle. Mais de dire il y a quelques-uns des députés qui ont participé, qui ont joué dans le jeu, dans certains cas, qui ont transmis des informations, des renseignements importants du Canada ce qui pourrait être considéré à des agents étrangers. Ce qui pourrait être considéré comme de la trahison, ni plus ni moins. Qui pourrait s'apparenter... on nous dit dans certains cas, il y a des députés qui étaient comme pas conscients. Là. Ils ont joué dans un scénario, un pays étranger, sans vraiment s'en rendre compte. Bon, ça, c'est une chose, mais ceux qui l'ont fait volontairement, consciemment, puis en échange de quelque chose, là, ça s'apparente à de la trahison. Oui, et là, le Bloc québécois donc veut déposer cette motion-là. On veut que l'enquête donc de la personne, là, bref, Mme Hogg, qui est déjà sur ce cas-là, mais élargisse son mandat.
les libéraux veulent appuyer, donc on se comprendra bien que le NPD risque d'appuyer aussi. Reste les conservateurs qui eux disent que c'est pas assez. Là. Eux veulent entendre directement la liste publiquement des députés qui sont visés par ces allégations-là. Le problème, c'est que le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, arrête pas de répéter la même chose. Puis ça a été confirmé par le sous-commissaire adjoint de la GRC. Il peut pas révéler ça, il s'exposera à des poursuites criminelles, ni plus ni moins. S'il révèle ça publiquement, il y a des lois là, qui pourraient donc venir le punir et on commence à réfléchir à donner des accréditations spéciales, là, des accréditations là, secrètes pour être capable, avec cette cote de sécurité-là, d'avoir les infos. Les quelques députés, ils sont une poignée, qui siègent sur le comité spécial, le comité parlementaire spécial sur le renseignement, la sécurité nationale, eux, ils ont obtenu l'accréditation de sécurité. Exemple, pour le Bloc, il y en a juste un, c'est Stéphane Bergeron. Oui, mais lui, il sait ce qu'il y a dans le rapport. Lui, il connaît les noms. Là. Oui, et Yves-François Blanchet, en ce moment, dit qu'il est ouvert à la possibilité là, d'avoir cette cote de sécurité-là. Mais là, il y a un problème. Il peut plus en parler après. Il peut plus parler du sujet. Donc, Stéphane Bergeron, on l'entend pas. Là. Oui. C'est vrai qu'on n'entend pas Stéphane Bergeron. On l'entend pas. En même temps, Jagmeet Singh, chef du Parti néo-démocrate, lui a la cote de sécurité très élevée et il s'est engagé. Il dit, moi, je vais mettre à la porte tous les députés qui auraient volontairement fait de l'ingérence étrangère. Tous ceux qui se seraient adonnés à tout ça, on va les sacrer dehors. C'est infiniment logique. Là. C'est-à-dire qu'un chef de parti qui serait au courant qu'un de ses députés a collaboré avec une puissance étrangère ne ressoumette pas sa candidature à la population sur les bulletins de vote de la prochaine élection, ça apparaît quasiment comme une évidence. Même ceux qui sont involontaires, sincèrement, il y a un examen de conscience à faire autour de ça. Là. Je veux dire, t'es censé servir ton pays. C'est ça le concept même d'être un député. Ce matin, Emmanuel Latraverse faisait à mon émission LCN un parallèle intéressant. Il dit, imagine, là, au cœur de la guerre froide, là, c'est dans les années 50-60, un député aurait transmis de l'information aux Russes, aux Soviétiques. Ah, prison à vie. Je veux dire, c'est comme non, mais ça aurait trahison babac. Intenable, là, ça aurait été... Mais c'est vrai que maintenant, c'est une façon de dire qu'on a comme relativisé. On dirait qu'on est plus naïf, tous les pays. Y a-tu vraiment des pays qui nous veulent du mal? Oh, je sais pas, hein? Je me pose la question, Mario. Actualité. Sinon, démonstration de violence qui s'est déroulée aujourd'hui en avant-midi en Montérégie, tout près de Vaudreuil-Dorion. C'est un homme de 32 ans qui marchait avec son chien quand il a été soudainement, vers 10 h le matin, happé volontairement par une voiture. On se comprend, il y a une auto qui lui a foncé dessus pour venir le frapper. Ça l'a projeté au sol violemment. Et ensuite, le conducteur, lui, est sorti du véhicule, dégainé une arme à feu. On parle d'un pistolet 9 mm qui aurait ouvert le feu, vidé littéralement le chargeur 6-7 balles dans le torse de la personne qui venait tout juste de frapper avant de prendre la fuite. Et aussi fou que ça puisse sembler, la personne aurait survécu. Là. L'homme est gravement blessé, état critique. Il a été frappé, on y a vidé pendant qu'il était à terre après avoir été frappé. On y a vidé un chargeur de fusil dessus. Puis il sera encore en vie là, en ce moment. Et là, transporté dans un hôpital de Montréal, un état critique, un état de santé qui se serait stabilisé cet après-midi, c'est ce qu'on dit. Et là, ce serait pas un crime commis par le crime organisé. C'est déjà une thèse qu'on a écartée ou qu'on est en voie d'écarter du côté des forces de l'ordre, alors qu'on cherche toujours le suspect. On dit que ce serait peut-être plus quelque chose qui aurait à voir avec de la jalousie. On parle pour l'instant d'un crime motivé par la jalousie. Puis quand ça vient de survenir, là, tout de suite après, puis que les policiers ont déjà une piste comme celle-là, doivent posséder des informations quand même là, pour avoir des déductions comme ça. Donc, ce sera à suivre. Là. C'est un autre cas où on dit on sort des règlements de compte. Tu sais, quand on parle du travail de la police, là, on sort des règlements de compte entre groupes et tout ça. Là. On est dans une population à la base non criminalisée qui vire fou, de violence extrême, dans toutes sortes de circonstances. Mais c'est une partie du nouveau crime qu'on décrit présentement au Québec et à Montréal. Oui, puis l'accessibilité aux armes à feu. Que faisait le conducteur? Là, après ça, on verra. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui, pour avoir un fusil, être prêt à l'utiliser, puis le vider dans le torse de quelqu'un comme ça, qui vient de frapper avec sa voiture? Non, vraiment, quel étrange crime qui a été commis ce matin. Économie. Parlons des vraies affaires, Mario, le retour des Nordiques à Québec, parce que la semaine dernière, on avait entendu le premier ministre François Legault en entrevue, toujours avec Paul Arcan, lui dire que,
pourrait être intéressé, ramener les Nordiques, mais il avait interpellé directement Pierre-Carl Péladeau, de Québécois, en disant, M. Péladeau, lui, pourrait peut-être là, soumettre une offre intéressante avec d'autres gens à la Ligue nationale, puis au commissaire Gary Bettman. Il laissait quand même entendre, François Legault, que le moment pourrait être opportun. Là. Ça pourrait être un bon moment pour déposer une offre, ce qui concorde avec ce qu'on voit peut-être d'une expansion imminente. Oui, peut-être. On sait qu'il va y avoir une équipe là, qui s'en va vers l'Utah, prendre la place des Coyotes de l'Arizona, mais ça implique pas d'avoir une autre expansion. Là, peut-être qui pourrait puis ça règle une des villes, Salt Lake City en Utah, c'était une des villes qui était en compétition les plus directe. Pour aller chercher une équipe dans l'expansion, mais là, il y en a une. Il y en a une qui vont payer à la somme là, d'1,2 milliard de dollars. C'est à peu près le prix là, maintenant des franchises, même les pires. Là, on se comprend, les Coyotes de l'Arizona qui jouaient dans un aréna universitaire depuis un bout. De tout croche. On se comprend, c'était pas prestigieux, pas en tout, mais on continue à jouer quand même. Ça vaut quand même 1,2 milliard de dollars. Donc, M. Péladeau, qui a répondu aujourd'hui, s'est rendu lui aussi en entrevue sur la même plateforme pour aller dire qu'il serait ouvert, prêt à trouver des partenaires, par contre, pour être capable d'aller acheter une équipe comme ça. On se comprend que c'est une facture, on peut avoir de l'argent, mais 1 milliard et en haut. 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est rare que ça traîne dans les tiroirs puis que t'attends tu t'en sers pas 1 milliard inutilisé. Donc bref, ce sera à suivre pour le reste, mais on voit peut-être une ouverture, Mario, là, une petite fente, un petit rayon d'espoir là, de faire revenir les Nordiques de Québec. Le Monde. Sur la politique maintenant à l'international, plus particulièrement en politique française et européenne, Emmanuel Macron, le président français, a joué tout un coup de poker hier. Vraiment. Annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui devient vraiment là, un tremblement de terre politique, un pari super risqué. Et là, on va être très bientôt en élection là, des législatives du 30 juin au 7 juillet prochain. Et donc, ça lance tout le monde par surprise en élection là, en France. Ça va bouger vite. Ouais, juste pour expliquer aux gens, pour Emmanuel Macron, hier, d'un côté, il s'est rien passé, dans le sens, ce sont les élections européennes. Là. Oui. C'est le Parlement européen. Donc, c'est la France délègue ses députés qui vont siéger au Parlement européen. Emmanuel Macron, il est président de la France. L'Assemblée nationale française n'a pas changé de composition hier. Mais, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, parce que lui, son parti se fait représenter. Il présente des candidats aussi aux élections européennes. Et là, s'est fait gifler. C'est-à-dire, le Rassemblement national a eu plus que le double de votes que lui. Oui, c'est énorme. Et là, sous le choc de ça, mais je pense que c'était planifié, il n'a pas décidé ça en 5 minutes hier soir, là. Mais sous le choc de l'ampleur du résultat, de l'ampleur de la défaite pour lui, a décidé de jouer un quai tout double. Donc, et là, écoute, il y a de multiples façons de voir ça. Est-ce qu'on voit ça comme, il se dit, bon, ben là, les électeurs se sont défoulés aux européennes, je vais les confronter, je vais les ramener à moi. Une fois qu'ils sont défoulés, ils vont revenir comme raisonnables, ils vont voter pour moi. Ouais. Ils ne voteront pas une deuxième fois de suite pour le Rassemblement national. Est-ce qu'il se dit, voter aux élections européennes, c'est sans conséquence. T'envoies des députés, ils siègent à l'Europe, ils votent des grands projets de loi européens, mais oui. Dans le quotidien, les Français ne voudront pas avoir un premier ministre ou une première ministre du Rassemblement national. Alors, peut-être que c'est ça le calcul qu'il fait. Mais s'il se trompe, là, parce que, encore là, pour les gens qui connaissent moins le système français, il n'y a pas d'obligation. Là. Non. Présentement, il n'est pas majoritaire, Emmanuel Macron, à l'Assemblée nationale, mais il est capable de faire des coalitions pour gouverner. Des fois, c'est compliqué un peu. Il n'était pas sur un siège éjectable. Il était pas prêt de se faire sacrer dehors. Mais lui, comme président, de toute façon, c'est fini. Là. Il est là jusqu'en 2027. Il n'a plus le droit de se représenter. Ses 2 mandats sont faits. Il ne se représente pas. Fait que lui, c'est comme président, il n'y a plus de souci électoral. Mais dans le cas où il perd son pari, mettons le scénario négatif. Là, les gens sont vraiment fâchés. Sont fâchés contre les politiques d'immigration, sont fâchés contre l'augmentation du coût de la vie. Ils ont voté Rassemblement national aux européennes. Puis là, toi, tu nous cales d'une élection, Macron, mais sais-tu quoi? On va revoter pour le Rassemblement national. Ben là, il pourrait se retrouver avec une Assemblée nationale où le Rassemblement national serait... fort? serait majoritaire, ou en tout cas le parti avec le plus de sièges. Donc, pour former un gouvernement,
serait obligé de travailler avec un premier ministre ou une première ministre qui serait issu de ce... Qui serait issu de la droite nationaliste, là, ce qu'on appelle l'extrême droite là-bas. Je sais pas. Ça va être intéressant. C'est tout un kit ou double. Ouais, c'est tout un kit ou double qui a été fait, Mario. Puis je mets une petite ligne là-dessus parce que je trouvais ça assez intéressant. Merci. Il y a une militante italienne d'extrême gauche en Italie, Madame Iliria Salis, qui était menacée de prison en Hongrie, était emprisonnée. Semble-t-il qu'elle avait pris un avion pour aller se battre contre des néo-nazis qui manifestaient en Hongrie. Eh bien, elle a été élue, même si elle est dans un tout petit parti minoritaire. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça ferait qu'on pourrait lui accorder une immunité parlementaire du Parlement européen et donc elle n'irait pas en prison en Hongrie. Alors voilà. Être élu pour éviter la prison. Ça se pourrait, Mario. Ça se pourrait. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.